ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. La température s'améliore, les amis. On s'en va de plus en plus vers l'été. Puis ce que je vois pour ce qui est du week-end, il n'y aura pas de pluie de prévu. Fait qu'on va bâtir là-dessus. Et ce soir, quelques nuages qui vont s'avancer. Mais encore là, il n'y a pas de précipitations d'averses qui sont prévues pour ce qui est de ce soir. Comme invité, vous me le demandez souvent, hein, puis je pense que vous commencez à être addict de cet individu-là. C'est un jeune homme qui s'intéresse à la politique depuis des années. Il a à peine 30 ans, peut-être que... 29. Donc, il s'en vient à 30 ans. Là, pour lui, 30 ans, c'est un gros step. Mais c'est Joey Aubé de Génération Ambition. Les auditeurs, Joey, t'apprécient beaucoup. Puis à chacun de tes passages, j'en entends parler. Puis je te dirais que ça va bien le soir sur les ondes de Boulevard. Puis les auditeurs sont très participatifs. Un gros merci de le faire, soit dit en passant. Puis merci à toi de participer à l'émission une fois de temps en temps. Ça fait plaisir. Je te prends au mot, Yann, parce que les commentaires, tu me dis qu'ils sont bons, mais tu me les montres jamais. Fait que à toutes les fois, je me dis, j'y fais confiance. Si les auditeurs aiment ça, tant mieux. Je garde tout ça pour moi parce que quand les gens veulent plus d'autres mondes, je me dis, c'est-tu parce qu'ils me veulent moins moi? Ouais, peut-être c'est ça. Je pense que c'est de la jalousie pure et dure, Joey. C'est fort possible. Ouais. En fait, ce serait pas la première fois que tu vis ça. Là. Je veux dire, un homme comme toi vit souvent de la jalousie. Nous sommes des êtres imparfaits. Hey, Génération Ambition, en quelques secondes, est-ce que tu peux nous décrire cette belle organisation-là? Oui, c'est un mouvement jeunesse et non pas un aile jeunesse de parti ou un parti politique. C'est vraiment un mouvement jeunesse transpartisan et indépendant qui regroupe des jeunes hommes et des jeunes filles entre 16 et 35 ans, majoritairement plus de droite, je dirais, droite économique surtout. En fait, notre point principal qui nous entoure, autant qu'on a beaucoup d'autres luttes, que ce soit l'anti-wokisme ou simplement faire la place. Une des raisons pour que j'ai cofondé ce mouvement-là, c'est pour donner une voix dans les médias et dans la place publique, si on peut dire, à ces jeunes qui sont pas tous des éco-marxistes de très à gauche, que une bonne partie sont présentement en train de camper sur l'Université McGill. C'est que, justement, non, des jeunes travaillants puis des jeunes qui sont pas nécessairement tous éco-anxieux et pensent que la planète va exploser dans 10 ans et que sont vraiment, oui, ont beaucoup de problèmes au niveau de la santé mentale, puis on en parle souvent, mais justement, c'est pour donner une voix à ces jeunes-là, parce que je vois dans les médias, du moins mainstream, que quand on met un micro en dessous des mentons des jeunes, ben c'est majoritairement ces jeunes-là, plus montréalocentriques, plus militants, plus à gauche, puis ils ont le droit d'exister. Mon but, c'est pas de les faire éradiquer. On est dans une démocratie, qu'on soit d'accord ou pas, c'est tout à fait correct. Mais par contre, qu'on ne parle uniquement d'eux en disant que les jeunes pensent 3 petits points, ben c'est pas vrai. C'est ça, je suis un gars de région, je peux vous confirmer que du monde comme des jeunes crinqués de QS, il y en a, mais il y en a beaucoup moins que dans certains arrondissements montréalais. Donc, c'est ça, c'est ce qui nous entoure, c'est principalement, je te dirais, la lutte contre le modèle québécois qui est carrément défaillant, puis que de deux, il n'est pas un modèle du tout, là, qu'on le voit s'effriter de jour en jour. Également, promotion de la méritocratie pure et simple, contre la censure, contre le wokisme ambiant dans nos sociétés, et bien sûr, qui veut un État majoritairement plus petit, plus d'argent dans nos poches, des trucs comme ça. Fait que on travaille tranquillement mais sûrement. On est je vous dirais, plus d'une quarantaine présentement. On prépare notre site web. On a un premier squelette d'exécutif temporaire qu'on commence. Fait que on est sur tous les réseaux sociaux possibles. Donc, TikTok, si vous voulez nous trouver, Génération Ambition. On fait des clips, des shorts pour parler des enjeux qui nous tiennent à cœur. On est sur Twitter aussi. Tous les réseaux, vous pouvez penser, même Discord. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas. Donc, Génération Ambition, on peut t'entendre une fois de temps en temps dans le podcast de Yann et Frank, un podcast que j'adore, qui m'apprend plein de choses. De temps en temps, parce que je travaille là. C'est ça, je travaille à temps plein pour Yann et Frank. C'est ça, on me voit popper. Peut-être plus souvent dans la partie Patreon, pour ceux qui c'est ça, on va dire comme certains Jeff Fillion, ceux qui sont pas cheap et puis qui payent. Non, mais je dis ça en taquinant, c'est ça. Souvent, je fais des montages et des contenus. Je fais aussi du contenu exclusif pour les membres Patreon aussi, des genres de bulletins de nouvelles humoristiques reliés à la politique. Les gens adorent ça beaucoup. Fait que c'est ça, on me voit ici et là. Je host également les segments qui s'appellent En toute liberté, qui font partie du podcast de Yann et Frank, qui sont disponibles sur Spotify et YouTube, avec différents intervenants comme le Dr Karim Layoubi pour parler de santé, Jacinthe Harel qu'on voit justement, on entend à Boulevard, puis qu'on voit aussi à Gérald Filion à Radio-Canada. Différents intervenants, on parle de politique municipale, de
d'exercice physique, de santé, de pas mal tout, je te dirais, de sujets internationaux. Justement, le dernier qu'on a fait hier avec Jacinthe, on parlait de la décriminalisation des drogues à Toronto, à quel point ça pourrait être un assez gros problème. Fait qu'on fait une bonne demi-heure, 45 minutes là-dessus, 5 jours par semaine avec différents intervenants. Et c'est gratuit. Oui, vous avez réalisé un coup de circuit en ayant Gad Saad, il y a de ça quelques jours. Là, et Christian Dufour aussi, dernièrement. Et j'ai trouvé ça hallucinant, ce podcast-là, qui est toujours disponible sur la page de Yann et Frank sur Twitter. Hein? Moi, c'est là que je l'avais pris. Oui, ben il y a Twitter, mais c'est majoritairement, comme je te dis, YouTube, Spotify, que c'est disponible. Mais Gad Saad, il trippe tellement depuis 2 semaines qu'il n'arrête pas de parler de nous autres. Justement, il a écrit un article dans le National Post de ce matin et il nous cite. Il a nommé du podcast Yann et Frank, fait qu'on est dans le National Post ce matin. Surtout que c'est fascinant le monde des réseaux sociaux à quel point, parce qu'on sait que Gad Saad est très suivi moins au Québec, mais à l'international beaucoup. Puis Elon Musk, il le suit. Là. Ouais. Fait que techniquement, le podcast Yann et Frank est à une personne de Elon Musk. C'est flabbergastant quand il pense à quel point c'est ça, le monde de l'Internet nous rapproche plus qu'on pense. Il était dans le show de Joe Rogan aussi. C'était le gars qui était passé le plus souvent dans le podcast de Joe Rogan, 9 fois. Podcast numéro 1 mondial. Mondial, ben oui, énorme. Donc, encore là, une personne de Joe Rogan aussi. Fait que tout, c'est ça, comme dirait l'autre, tout est relié. Yeah. Mais c'est le fun, parce il s'est vraiment senti accueilli, parce que quand il y a eu la fameuse controverse l'été dernier avec Marc Cassivi, parce qu'il avait dit un running gag qui dit depuis quasiment 15 ans, mais à 36 millions de sauces, il a dit que l'accent québécois était un affront à la dignité humaine, mais il dit ça sur plein d'affaires. Il dit ça sur l'accent arabe, il dit ça sur les Beatles, il dit ça sur tout. Fait que disons que quand c'est arrivé mais là, vu qu'on touche les Québécois avec leur peau sensible, là, les médias sont pas contents. Marc Cassivi fait une chronique, là, c'est le tollé. Tout le monde réagit à ça. Et les seuls qui l'ont quasiment défendu, c'est Yann puis Frank. Et il était super content de ça, puis il est super content de la réception positive qu'il y a eu de l'épisode avec nous autres, puis la quantité de lettres d'amour et de messages positifs qu'il a reçus de beaucoup de gens qui l'ont découvert. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, Gad Saad, qui en passant, c'est un professeur émérite de marketing à l'Université de Concordia. C'est un Québécois d'origine libanaise, juif, mais qui est arrivé au Québec depuis les années 70, qui est sûrement un des Québécois les plus connus, un des 10 Québécois les plus connus sur la planète, mais que les Québécois, en général, ne connaissent pas au Québec. Ouais. Dans le monde francophone, majoritairement, je parle. Moi, je l'avais entendu passer dans les podcasts de Joe Rogan. Je l'ai réécouté avec vous autres. Puis là, tu comprends que depuis quelques temps, je le suis sur Twitter. Mais oui. Ça a été une super de belle entrevue. Puis, ce type d'invité-là gagne à être connu. Puis, un gros merci de nous l'avoir présenté, soit dit en passant, dans le podcast de Yann et Frank. Hey, je voulais jaser avec toi d'actualité un peu. Écoute, on a plein de sujets. Je suis pas sûr qu'on réussisse à passer au travers de ça, toi et moi. On est trop que pas assez. On est assez verbomoteur. On a demandé à 1026 Québécoises, est-ce que vous trouvez que vous payez trop d'impôts, oui ou non? Est-ce que vous trouvez que vous en avez assez pour votre argent, en fait? Et 75% des gens ont dit non. On trouve qu'on n'en a pas assez pour notre argent. 17% qui disent oui, on en a assez pour notre argent. Puis t'as un genre de 9% des gens qui disent moi, je refuse de répondre. Donc, mettons qu'on split ça à moitié. Là. T'as un 80-20 à peu près. Donc, 80% des gens qui disent non, on n'en a pas assez pour notre argent. Et un 20% des gens qui disent oui. Ce qui est particulier, c'est qu'actuellement, au niveau de la droite économique, il n'y a qu'un seul parti qui se dit de droite économique et qui l'est vraiment, c'est le Parti conservateur du Québec avec Éric Duhaime. Et ce que je vois dans les intentions de vote, c'est le Parti québécois qui formerait le prochain gouvernement, alors que le Parti québécois n'a jamais été reconnu comme étant d'une grande rigueur au niveau de l'économie. Non, ça a toujours été un parti, historiquement parlant, très centralisateur, toujours défenseur du modèle, comme les libéraux d'une époque aussi, et comme les caquistes, mais qu'on pensait, quand on les a élus en 2018, qu'ils allaient faire quelque chose de différent, mais #continuons, dans tous les sens du terme, semblerait-il. Mais tu as absolument raison. Fait autant que là, on a vraiment une nouvelle mouture du Parti québécois, parce qu'on a, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'ils ont été vraiment surélevés dans les sondages, mais le Parti québécois, c'est une très petite équipe présentement. C'est vraiment, on le voit avec l'équipe du budget de PSPP quand il y a eu, c'est beaucoup de jeunes, il faut le dire, puis c'est bien correct, garde tant mieux, mais on voit vraiment qu'ils font avec ce qu'ils peuvent, puis en tout cas, ils utilisent les ressources qui sont très bien. En tout cas, ils ont eu une augmentation considérable de leur financement. Mais oui, absolument. J'ai l'impression que c'est ça, c'est que c'est vraiment plus
Ben, pas mal toutes les élections sont un peu comme ça. Hein. C'est plus voter contre un parti que nécessairement pour un autre. Fait que je pense que les gens sont juste tannés de voir la CAQ au pouvoir, puis ils ont le goût de chercher quelque chose d'autre. Et l'aura, ou du moins la perception qui est souvent diffusée par les médias, à tort ou à raison, que le challenger principal serait le Parti québécois. Mais j'ai l'impression que le jour où c'est que les gens vont commencer à lire le programme et qu'est-ce qu'ils proposent, oui, il y a la souveraineté, ça, ils ont été clairs là-dessus, puis il faut le reconnaître. Il y a tellement eu des gouvernances du PQ qui ont été assis entre deux chaises cette question-là, qui n'osaient pas s'avancer. Bon, moi, on peut lui dire qu'ils sont honnêtes là-dessus. Mais quand on parle de bannir l'école privée, puis l'éco-fiscalité et tout ça, on voit que, à part sur la question de la langue, le multiculturalisme et le nombre d'immigrants, eux autres, puis Québec solidaire, c'est plus proche qu'on pense. C'est à peu près la même affaire. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez parlé dans les dernières heures, mais j'en ai parlé un peu avec mon équipe du midi. Mario Dumont a avancé une hypothèse comme quoi celle qui vient de quitter chez Québec solidaire, Élise... Émilise Lessard-Terrien. Oui, le nez, là. Moi, je l'appelle le nez. Hashtag Madame Ford F-150. Ouais. Madame Ney, Madame Ford F-150. Il y a des rumeurs comme quoi, en fait, c'est peut-être Mario Dumont qui a avancé comme hypothèse, là, mais il dit il y a de fortes chances qu'elle se présente pour le Parti québécois. Écoute, si le Parti québécois veut rester un peu plus au centre, là, aller chercher des gens d'extrême gauche, c'est pas la meilleure des idées, là. Pour être bien franc, je suis zéro surpris parce que Mario Dumont, écoutez, on a vu des extraits que j'ai entendus dernièrement, des extraits audio. Tu avais PSPP, tu avais Pascal Bérubé qui est sorti dans les médias devant les micros pour dire, écoutez, dis-nous non au Parti québécois, la chef de cabinet de PSPP, c'est une femme, l'autre, c'est une femme, la directrice du parti, c'est une femme, donc on est ouvert aux femmes. T'sais. Ils n'ont jamais dit directement, Émilise, rejoins-nous, mais ils ont comme tout envoyé les signaux pour dire, regarde, tu peux t'en venir, on va t'accepter. T'sais. Fait que je pense, j'ai l'impression qu'ils veulent gagner du momentum. Puis regarde, c'est la game politique. Là. On ne peut pas le blâmer de ça. Par contre, absolument raison sur le point que, justement, depuis les derniers mois, pour ceux qui ont suivi la débâcle sur les réseaux sociaux, majoritairement sur Twitter, le gros débat qui se passe présentement, c'est que pour beaucoup de gens, la grande majorité, déjà qu'on sait que selon les sondages, que 25% de l'électorat actuel qui voterait pour le PQ ne sont pas souverainistes ou qui ne voteraient pas oui à l'indépendance. Il y a sachant qu'il y a plus de souverainistes à la CAQ que chez QS, ça montre que justement, là, le projet, c'est-tu juste pour mousser leur popularité, faire parler d'eux autres, ou c'est vraiment crédible? Parce que est-ce qu'ils veulent vraiment se recentrer? Ou c'est uniquement, justement, vu que ça fait cliquer, les journalistes s'embarquent là-dedans, puis c'est la viande fraîche du jour, puis indépendance, mais que finalement, à la dernière minute, j'ai l'impression qu'ils vont tirer le tapis en dessous du fauteuil, puis dire, ouais, finalement, ça va être au deuxième mandat. Ouais, ça va être si on va faire un référendum sur le référendum, je sais pas. Mais c'est assez spécial. Parce que Québec solidaire va nulle part actuellement. Là, on l'a vu dans 2 différents sondages, sont en train de reculer alors qu'eux avaient l'impression qu'ils étaient en train d'avancer. J'ai l'impression que Québec solidaire, il y a des gens, des électeurs de Québec solidaire qui vont trouver refuge soit au Parti québécois ou soit chez les libéraux. Ce qui fait en sorte que Québec solidaire va cesser de monter dans les sondages, puis ils vont peut-être faire, en fait, sûrement moins faire élire de députés à l'Assemblée nationale. Ce parti-là va disparaître, à mon plus grand plaisir d'ailleurs, il va disparaître. Mais moi, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Visiblement, ça ne fonctionne pas pour lui chez Québec solidaire, et c'est un jeune prétentieux, très hautain, très bourgeois, qui lui vise un jour à être premier ministre du Québec. J'ai l'impression que lui pourrait se faire oublier aux prochaines élections en disant, regardez, moi j'ai essayé de faire ce que je pouvais, puis malheureusement ça n'a pas fonctionné, je quitte. Il va se faire oublier ou peut-être aller travailler dans les médias, Radio-Canada exemple, et par la suite pourrait se représenter comme candidat pour le Parti québécois. Ah, je n'irais pas aussi loin que ça. Est-ce qu'il y a un potentiel qu'il y ait un schisme à QS? Absolument. Je pense qu'on le voit clairement que c'est fort possible. Autant que Paul Saint-Pierre, c'est rendu que je les mélange, ça montre à quel point ils sont pareils. Gabriel Nadeau-Dubois, quand on voit que c'est éprouvé, ce qu'Émilise Lessard-Terrien a un peu laissé entendre dans des raisons pourquoi elle quittait, c'est un peu similaire à ce que Catherine Dorion avait écrit dans son livre qu'elle a publié il y a quelques mois, à quel point c'est un genre de one-man show, puis que ce qu'on appelle le politburo de QS, ça a l'air être majoritairement des anciens
des carrés rouges qui sont de la gang à GND. Donc, c'est vraiment un genre de monopole, en tout cas, de ce qu'on entend de l'interne, autant que c'est ça, je ne suis pas, bien évidemment, je ne milite pas pour Québec solidaire, mais c'est ce qu'on entend. Autant de l'autre côté, on a entendu, en tout cas, dans une dite entrevue, parce qu'Amir Kadir, on l'a vu plusieurs fois dans les médias cette semaine, autant pour parler de ça que pour parler des fameuses du campement pro-palestinien dans le coin de McGill, parce qu'ils les appuient, bien évidemment. Et on lui a posé la question, est-ce que ça vous tenterait de revenir en politique avec ce qui se passe? Puis il a dit, écoutez, il dit, je dirais pas non. Il dit, je vous dirais pas que ça me tente pas, mais il faut que j'y réfléchisse. Fait que, est-ce qu'on a un retour d'Amir Kadir pour reprendre la place de GND? Est-ce que le parti va comme se scinder en deux, un genre l'équipe option nationale de l'époque et l'équipe de QS par la suite? Autant que ça va dépendre aussi de qui vont élire comme nouvelle co-porte-parole féminine. Est-ce que ça va être Ruba Gazal? Est-ce que ça va être Christine Labrie? Mais c'était Ruba Gazal qui était pressentie pour être la co-porte-parole. D'ailleurs, à Montréal, c'est elle qu'on voulait. Puis finalement, Émilise Lessard-Terrien a passé à par 3 votes, je pense. Par 3 votes. Mais ce qui est capoté, c'est à quel point c'est scindé le parti. Parce que d'un côté, justement, Émilise a passé par un poil de cheveux. Ruba Gazal est en dessous, à peine. Mais ce qui est fascinant, c'est que la quasi-entièreté du caucus de députés de Québec solidaire appuyait Christine Labrie. Fait que la dynamique entre les membres du parti, la frange militante et les députés de l'Assemblée nationale semble complètement le contraire. Et écoute, je penserais pas, autant que je suis sûr et certain que GND, si un jour il quitte la politique, il y a une job dans les médias assurés, pas mal de Radio-Canada, où il va retourner dans une job dans une centrale syndicale comme il l'a fait avant d'entrer en politique, peut-être à la CSN ou whatever. On va continuer à entendre parler de lui, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que je le verrai au Parti québécois? Je penserais pas. C'est autant que c'est un opportuniste, puis on voit clairement qu'il y a une dynamique différente. Le gars fait vraiment, je ne veux pas être dérogatif, mais genre petit communiste à cravate, là, contrairement à son électorat. Je ne pourrais pas blâmer Catherine Dorion qui ne représentait pas ses citoyens parce que justement, elle avait le look de son électorat. Ouais. Manon Massé avait le look de son électorat aussi. Amir Kadir est un peu différent, mais... Françoise David aussi, avec son châle, c'était ce style-là. Ouais. Ces gens-là incarnaient leur parti, tandis que Gabriel Nadeau-Dubois a étudié au privé. Il est issu d'une famille bourgeoise. Il a de l'air d'un bourgeois. Il est tout le temps habillé. C'est un carnivore, Yann. Il fait des photos, il prend des photos de son barbecue l'été. Dans une gang de végétariens, c'est un carnivore qui mène la danse. Alors, puis en plus, dans la société d'aujourd'hui, en plus de tout ça, c'est un homme hétérosexuel blanc. Ah, ça, il n'y a rien de plus dégueulasse que ça, là. Ah! C'est ça. Mais tu sais, moi je garde quand même ma gageure avec toi. C'est un vieux 2 que je gage avec toi en papier que Gabriel Nadeau-Dubois va quitter aux prochaines élections, va travailler quelque temps dans les médias, puis après ça va revenir au Parti québécois. C'est un vieux 2 en papier. Tu me le donneras avec la face de la reine là, quand elle avait genre 25 ans. Tu me le donneras en métal, toi, mais moi je te le donne en papier. Je te le garantis si jamais j'ai pas raison là-dessus. Mais là, le prendre en note. Va falloir se parler pendant 4 ans encore. Là. Oh, je risque de vivre, en tout cas, à moins d'une erreur, je pense que je vais être encore vivant dans 4 ans. C'est ça. Hey, donc, voilà, dans le sondage léger là, sur les 1000 répondants, c'est 75% des gens qui disent hey, écoutez, on n'en a pas pour notre argent. Il y en a 20 à peu près, je te dirais à peu près 17% qui disent non, on n'en a pas. Oui, on en a pour notre argent. J'imagine que ces gens-là, c'est des gens qui, pour la majorité, ne paient pas d'impôts. Il y a énormément de gens qui ne paient pas d'impôts au Québec. Dans les autres questions... Ou qui sont fonctionnaires. Ouais. Mais même eux, un fonctionnaire, là, je veux dire, il voit que son argent, ça n'a pas de maudit bon sens. Absolument. Hein. Il paye des impôts. Ah oui, absolument. Diriez-vous que vous payez trop, juste ou pas assez d'impôts et de taxes? Là, il y a 1% qui ont dit on n'en paye pas assez. Je suis curieux de rencontrer ce monde-là, sérieusement. Ça, c'est... C'est m'a dit comme Frank dirait, ça, c'est une synthèse. 27% qui disent on en paye juste assez des impôts et il y a 72% des gens qui mentionnent qu'ils sont beaucoup trop taxés. Je trouve ça intéressant. En même temps, je me dis, bon, Pierre Poilievre est en avance pour ce qui est des élections fédérales. On sait que les conservateurs, au niveau économie, ont toujours été un peu plus à droite, ont toujours fait attention à l'argent. D'ailleurs, quand Stephen Harper était revenu au pouvoir, ils ont fait attention comme pas possible, puis ils ont réussi à sortir un peu le Canada du marasme financier dans lequel le Canada était plongé. Mais avec Justin Trudeau, il a crashé la patente au niveau de l'économie, puis on est endetté comme pas possible. Mais je trouve ça intéressant, des gens. 72% des gens qui disent non, on est trop taxé, puis il y en a d'autres qui disent non, on est juste assez taxé, et 1% qui disent on n'est pas assez taxé.
Ben, je pense que c'est ça. C'est qu'il faut, des fois, faut ça le dire, là, la dite droite de Québec, comme diraient certains interlocuteurs de Montréal, pense qu'on haït les Québécois, qu'on fait du Québec bashing, qu'on haït le Québec. Je pense que c'est plus qu'on haït ce que Yann appellerait le petit Québec ou le Québec médiatique. Mais ce sondage-là, je pense, ça montre vraiment que, regarde, non, les Québécois sont pas si caves que ça. Puis j'ai jamais cru en passant, hein, mais tu sais, c'est ça, c'est qu'ils sont plus au courant de ce qui se passe et des problèmes. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme la vieille rhétorique qui disent, tu sais, l'empereur est tout nu et personne n'ose le dire. Là. Tu sais, ça fait peut-être 20 ans qu'ils cabattent dans les salles du palais quasiment à poêle, mais tout le monde dit, mais non, tout est correct, regarde, il porte ses vêtements. Là. Voyons, d'ailleurs, ça marche pas, là. Tu sais, c'est comme le Québec. Tu sais, le système est scrap, mais les médias, ah non, c'est correct, un nouveau déficit, c'est juste 11 milliards. Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que tandis que, puis surtout, qu'est-ce qui est le plus, les gens se rendent compte que, parce que regarde, le modèle québécois social-démocrate qu'on a créé dans les années 60, le fameux contrat social là, de nos sociétés, c'est, regarde, paye plus d'impôts. Oui, on va t'en prendre plus à la fin de l'année, mais en contrepartie, on va te donner beaucoup plus de services, on va te défendre et on va te protéger. Le gouvernement va encaisser les coûts, en tout cas en grande majorité, quand les temps durs vont arriver. C'est ça le deal. Mais malheureusement, le deal, c'est plus trop ça. Ouais. Parce que les services, on en a de moins en moins. De deux, le nouveau deal indirect, si on peut dire, c'est la job d'un quelqu'un qui travaille dans le privé, pour n'importe quelle industrie, c'est de faire vivre les fonds de pension de ceux qui travaillent de plus en plus dans le public. Puis je ne blâme pas ceux qui travaillent dans le public, je les comprends. Ils sont bar open, les grosses jobs avec fonds de pension, fonds de retraite, bien payés aux frais des contribuables. Je ne blâme pas ces gens-là d'aller là. Mais le problème, c'est que c'est le message que ça envoie, sachant que ça ne peut pas être fait indéfiniment, sachant que, selon les statistiques, ça prend 4 travailleurs dans le privé pour fournir justement le fonds de pension de 1 travailleur dans le public. Ça ne marche pas, là. C'est parce que là, au fil on s'en va dans le mur littéralement. De façon générale, autre question qui a été posée dans le sondage léger, trouvez-vous que ces ordres de gouvernement gèrent bien votre argent? Donc là, on parle du gouvernement municipal, provincial et fédéral. 43% des gens au municipal qui disent que le gouvernement municipal gère mal son argent et 48% des gens qui disent le gouvernement municipal gère bien mon argent. Ça, j'aurais été curieux de le savoir pour Québec, honnêtement. Là. Puis Québec et Montréal. Le cas, je pense que vraiment, sachant que ça englobe autant les plus petites municipalités que les grandes villes, mais je pense que s'il y aurait eu un genre de, mettons, pour les municipalités de moins de 5 000 habitants et ceux de plus de 5 000, j'aurais été curieux de voir le ratio entre les deux. Je pense qu'on aurait eu des résultats complètement différents. Gouvernement du Québec, François Legault, il va falloir qu'il se pose certaines questions. Là. C'est 67% des gens qui jugent que la Coalition Avenir Québec gère mal son argent contre 27%. Et au niveau du fédéral, ça me rassure un peu sur l'être humain. 71% des gens qui disent que Justin Trudeau gère mal l'argent, mais j'aimerais avoir une discussion avec le 21%. Ah, ben c'est le restant de l'électorat libéral / NPD, et peut-être un peu bloquiste aussi là, qui reste. Là. Fait que il ne faut pas être surpris. On le voit, les intentions de vote au niveau fédéral. On a du Poilievre à 43%, sinon plus. Fait que c'est sûr que ça se représente également dans l'insatisfaction de la gestion des fonds publics. Puis les deux déficits cumulatifs, à la fois au Québec et au fédéral, ne donnent pas une vision très, très glorieuse des prochaines années au niveau des finances publiques. Là. Pensez-vous que les Québécois sont ceux qui paient le plus d'impôts et de taxes au Canada? Techniquement, quand on regarde ça, la réponse est oui. Qu'est-ce que mentionnent les Canadiens? C'est qu'effectivement, c'est 76%. Donc, 3 Québécois sur 4 qui disent oui, on paie probablement le plus d'impôts et de taxes au Canada. C'est nous, c'est le Québec. Et 13% des gens qui sont très mal informés présentement. Regarde, ça prend tout pour te faire un monde, comme dirait l'autre. Ouais. C'est quelque chose. Fait que c'est un sondage qui est intéressant. Il y en a qui accordent une très, très grande crédibilité au sondage de Québécois. Il y en a d'autres qui disent que ça n'a pas de bon sens. Mais juste le fait que les gens aient été consultés là-dessus, ça me rassure un peu. Puis je ne sais pas si tu étais voir l'autre partie du sondage. Êtes-vous en faveur de payer plus de taxes et d'impôts pour améliorer la qualité des services gouvernementaux? Il y a 10% qui disent oui, je suis en faveur. Contre 84% des gens qui disent « Asti, on n'est plus capable ». Puis ce qui est le plus fascinant, c'est qu'ils le mettent également par parti politique. Et Québec solidaire, il y a quand même 68% de l'électorat QS, du moins dans le sondage. Je vais juste poser une question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont surpris dans la salle? Il n'y a pas de main qui se lève.
C'est un peu ça, parce qu'en fait, faut pas se le cacher, l'électorat de QS est très, très jeune. Beaucoup ne payent pas encore d'impôts, ou du moins très peu. Et la majorité de leurs solutions, c'est on va taxer les plus riches. C'est ça. Fait qu'eux autres, ils se disent, regarde, ça ne me concerne pas, mais semble-t-il que ça concerne quand même encore 68% de leur électorat. C'est ça. C'est la fameuse question de payer plus de taxes et d'impôts pour augmenter les qualités des services. C'est ce que j'appelle, dans mon jargon personnel, la méthode Ginette Renault. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller encore plus loin. C'est toujours plus de cash, plus de fonctionnaires, une nouvelle patente, un nouvel organisme, une nouvelle agence. Comme dirait Frédéric Poulain, qui était notre candidat du PCQ dans le Côte-du-Sud, c'est comme une... Non, pas en Beauce, c'est un autre Poulain. C'est Jonathan. Frédéric, lui, disait que c'est comme une chaudière percée. On se dit qu'à force de la remplir, mettre de l'eau dedans, quand on finit par la remplir, on peut-tu comme fixer la chaudière avant? C'est un peu de logique là-dedans. Puis je pense qu'on voit clairement que les gens le savent, que le modèle est scrap, le savent qu'il faut complètement changer ça, puis je dirais pas débâtir, mais réduire la taille de l'État considérablement. Mais encore là, parce qu'il ne faut pas avoir du double discours non plus. On ne veut pas demander le beurre, l'argent du beurre. On sait que la solution est justement faire marche arrière puis revoir un peu comment on gère nos dépenses, puis on gère l'argent à travers le gouvernement, puis la quantité de monde qu'on peut engager, puis les services, whatever. Mais les Québécois, j'avais vu dans un autre sondage, il y a plusieurs mois, qui disaient à peu près la même affaire, mais qui disaient de l'autre côté, on veut toujours la même quantité de services. Ouais, mais à un moment donné, il faut se permettre ce qu'on est capable de payer. Je comprends qu'on. Puis mon but, c'est pas qu'on n'ait plus jamais de la quantité de services qu'on a déjà eu. Mais le problème, c'est que si vous voulez qu'on y retourne à un moment donné, il va falloir faire des mesures. Quand tu as un mauvais mois ou tu arrives serré à la fin du mois, c'est pas le temps de t'acheter un char. Là. C'est le temps de serrer et de manger des sandwichs au beurre de pinot en sachant que le mois d'après, ça va aller mieux. Ouais. Mais c'est un peu ça. C'est un vrai gouvernement responsable avec un grand R, c'est ça. C'est pas juste continuons, puis soyons fiers d'être Québécois, puis juste du flafla, puis pas grand-chose. Je veux pas sonner trop dinosaure, Joey, là, mais des fois, tu dois nous écouter, tu dois dire, si essaie de remâcher les affaires qu'on jasait dans les années 60, 70, 80, puis vous devez être tanné des fois d'entendre ça, la nouvelle génération, mais souvent, quand j'étais jeune, on me disait, Yann, faut que tu gagnes ta vie. Là, ta vie, on dirait qu'elle est comme elle est subventionnée. Tu n'as plus besoin de travailler extrêmement fort pour gagner ta vie parce que tu as un panier de services pour lequel tu ne travailles pas assez, qui est là. Tu as besoin de quelque chose, c'est là. Tu n'as pas gagné assez, tu vas avoir un chèque du gouvernement pour compenser. On dirait qu'il n'y a plus... J'entendais JND, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, j'ai pogné ça sur RDI. J'entendais JND dire « Hey, le salaire minimum, ça n'a pas de bon sens, ça devrait être plus élevé. » Puis eux ont une cible d'à peu près 20$ de l'heure. Mais je comprends que quand tu commences au salaire minimum, tu vis comme un pauvre, Joey. Ça, je le comprends, puis ça doit être extrêmement... Ça s'appelle le salaire minimum. Il y a une raison pourquoi il l'appelle comme ça. C'est ça, et c'est un salaire d'entrée. Puis à partir du moment où tu travailles au salaire minimum, puis tu te rends compte que ta vie est difficile à gagner, je reviens avec ça, tu vas faire en sorte de peut-être d'étudier un peu plus ou d'essayer de travailler peut-être plus fort dans ton entreprise pour grimper la hiérarchie dans ton entreprise, puis avoir accès à des salaires peut-être un peu plus élevé. Peut-être que tu vas te trouver un autre job, l'autre bord de la rue, l'équivalent de ce que tu fais actuellement qui va être avec un salaire supérieur, puis tu vas acquérir d'autres expériences. On dirait qu'aujourd'hui, des gars comme JND disent « Ah non, sans calcul, on vous dit, mettez ça à 20$, ça n'aura pas d'impact sur l'économie. » La capacité de payer des entreprises, là, à un moment donné, doit être prise en compte. Puis si ton commis aux légumes commence à 20$, sache que tes légumes, le prix va être ajusté là-dessus. Là. Ah non, absolument. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que la Californie l'a fait récemment. Hein? Le 1er janvier dernier, ils ont augmenté le salaire minimum à 16$ US de l'heure d'une shot. Je pense que c'est à l'époque, en tout cas, je ne vais pas me tromper ici, je ne connais pas si c'était plus grand, mais je sais qu'en moyenne, le salaire aux États-Unis, salaire minimum, ça donne autour de 9,50 ou 75 US. Fait que je ne sais pas si c'était un petit peu plus élevé ou un petit peu plus faible en Californie, mais on augmentait ça d'une shot. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a plein d'entreprises, surtout de restauration rapide, des petites entreprises comme ça, qui ont dû sacrer dehors une partie de leurs employés. Il n'y a plus moyen de payer. C'est ça. Donc, c'est ça, parce qu'à un moment donné aussi, à quoi ça sert d'avoir justement des échelons de salaire s'il n'y a pas une étape 1? Ça t'apprend à commencer en bas de l'échelle, on le fait tout, puis on commence tout quelque part. Puis ça t'apprend aussi justement à, quand tu augmentes le nombre d'échelles, puis
tu augmentes dans la vie, puis sur cette échelle-là, tu te rends compte d'où c'est que tu viens, tu te rends compte de la valeur de ton travail, qu'au début, que oui, tu travailles fort pour peut-être pas grand-chose, mais tu sais qu'à force d'efforts et à force de jus de bois, comme on pourrait dire, c'est ça qui va te permettre d'aller plus haut. C'est de même que ça marche. Tu peux pas commencer avec un jeune de 14 ans puis le faire rentrer dans une job à 20 piastres de l'heure, puis il se pogne le beigne le 3/4 du temps. Après ça, il est surpris qu'il est dans une job plus dure par après dans le système, il gagne juste 18. Ouais, mais c'est ça, là. Ça n'encourage pas la vaillance, là. Au contraire, ça encourage plus attendre que le chiffre ait fini puis faire semblant de passer le balai pour que je ramasse mon 20$ partir. Hein. Parce que le 20$, ça peut bien paraître pour les gens de Québec solidaire en disant on met le salaire minimum à 20$, mais le gars qui fait 4 ans qui est dans l'entreprise, qui voit le salaire minimum arriver à 20$, va dire attends un peu, moi, ça fait 4 ans que je travaille pour toi. Fait que mon 20$ doit se traduire en 24$. C'est ça, c'est l'effet domino que ça va faire. Exact. Hey, t'as fait quelque chose que j'ai trouvé hallucinant sur Twitter, puis il a fallu que je réfléchisse un peu, honnêtement, parce que je me suis dit, asti, il va se faire brûler vif sur les réseaux sociaux. Mais non, moi j'ai la carte d'accès. Toi, tu peux pas, Yann, dire ça. Toi, tu vas te faire canceller si tu ferais ça. T'as publié, en fait, t'as fait un screenshot d'un article du Journal de Québec où on parle de la communauté LGBTQ+, et toi, tu fais partie de cette communauté-là. Et dans l'article, ça dit « La montée de la haine envers les communautés mises en lumière dans un agenda ». Et tes premiers mots, c'est « C'est de votre faute! » Je me suis dit, il est fou! Puis après ça, je me suis dit, non, il est pas fou. C'est le genre de personne qui doit faire des sorties à ce sujet-là. À un moment donné, vous faites partie de la population, mais vous n'êtes pas plus haut gradé dans cette population-là parce que vous faites partie de la communauté LGBTQ+2. On a tous à gagner, à travailler ensemble sur le même pied d'égalité pour que cette communauté-là puisse se sentir avec nous autres. Mais toi, tu dis, monter de la haine, ben c'est de la faute à la communauté LGB... Attends un peu, on va leur dire LGBTQ+. Barbecue W40, c'est ça. Disons que à l'époque, je préférais quand ça finissait à T, c'était bien plus simple pour tout le monde. Là. Puis m'a dit comme un des profs d'université que j'aime beaucoup écouter sur YouTube, ça commence à être long à écrire sur un T-shirt. C'est quelque chose comme ça. Mais en fait, pour donner un contexte, c'est ça. C'est un article qui présentait un genre de rapport pour dire qu'au cours des dernières années, je lis le verbatim ici. Dans cet agenda, la Fondation Émergence retourne en 2023 pour faire la démonstration symbolique du recul de bien présent des droits de la communauté LGBTQ2+. Ce sont dans plus de 400 événements homophobes, whatever, qui ont été répertoriés dans le monde, différents projets de loi homophobes et qui ont été faits à travers la planète. Et là-dedans, il cite Béatrice Robichaud de Pantera Québec, que j'adore, sérieusement, la fille. Elle est entreprenante, écœurante. On l'entend dans certaines stations de radio aussi au Québec. J'ai rien contre elle du tout. Je l'ai déjà rencontrée à quelques reprises. Super fille. Puis je comprends un peu sa crainte, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits dans le monde, il ne faut pas se le cacher, que tu vas peut-être visiter, mais tu ne dis pas que tu es gay. Là. Encore moins trans. Là. Parce que on parle de l'Asie du Sud-Est, aux Philippines, ou dans plusieurs pays du Moyen-Orient, ou même en Afrique centrafricaine. C'est ça, tu fermes ta gueule. Puis c'est ça le problème. Mais la raison pourquoi j'ai fait ma sortie, c'est que justement, je trouve que c'est facile de vouloir toujours mettre la faute sur les autres. Puis pendant longtemps, c'était le cas. Que c'est vrai que l'origine du mouvement LGBT, c'était vraiment la reconnaissance du respect et des droits de ces personnes-là à vivre dans une société de manière normale sans se faire discriminer. Puis c'est tout à fait louable. Puis je parle aujourd'hui sur les épaules de bien d'autres avant moi qui se sont levés dans les années 60, 70, 80, 90, 2000 pour que je puisse parler aujourd'hui. Puis j'en suis immensément fier. Par contre, depuis, je vous dirais, 7-8 ans, peut-être même plus, ça a commencé à peu près vers 2015 avant, ça arrêtait à LGBT, que là, on a rajouté le Q2+, pas tant de trucs, puis tout le reste de l'alphabet qu'on comprend pas. Là. Même moi qui est là-dedans, je comprends pas tout. Là. Fait que ça vous donne une petite idée. Là. Je veux quand même vous lire ce que j'avais écrit pour vous donner le contexte aux auditeurs aussi dans ma publication sur Twitter. J'ai marqué, comme je dis, « Breaking news, c'est de votre faute. Vous avez poussé le bouchon trop loin en voulant embarquer de jeunes enfants dans votre mouvement qui avait à l'origine pour objectif le respect et l'égalité des droits des personnes LGBT. Vous êtes devenus des éternelles victimes décadentes et hypersexualisées en demande d'attention. Vous êtes en train de créer une nouvelle forme d'homophobie et d'intolérance avec vos délires. Quand c'est rendu que, selon Christian Dufour, les gays et lesbiennes du Maroc refusent eux-mêmes de brandir le drapeau arc-en-ciel car il est devenu là-bas un symbole de la dépravation et de la décadence de l'Occident. Pensez-vous vraiment que vous allez convaincre des preachers du Botswana d'arrêter d'être anti-gays avec des drag queens qui lisent des histoires aux enfants ou en les faisant participer à des activités aux thèmes souvent très sexualisés?
ou qu'on ose remettre en question la simple biologie intrinsèque de l'être humain? Non. Vous ne faites que les renforcer dans leur intolérance et leur homophobie. Je crains fortement que si cela se poursuit, il est fort possible que dans quelques décennies, les gays et lesbiennes des pays développés deviennent eux aussi, aux yeux de la société, uniquement des dépravés et peut-être même des indésirables. Vous avez fait comme Forrest Gump, vous avez continué de courir après la ligne des buts sans vous arrêter. Maintenant, vous récoltez les fruits de votre marathon. Et j'ai marqué PS, je suis ouvertement gay. Venez me traiter d'homophobe pour voir. Ça va certainement arriver. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais ça va certainement arriver dans le futur, Joey. Parce que je vois des stats, Yann. Ouais. Le podcasteur américain Tim Pool avait fait un segment là-dessus. Ça vient du American Survey Center. Pour la première fois, de 2021 à 2023, la plus jeune génération, la génération Z, il parlait de l'acceptation du mariage gay, qu'on sait qui est rendu à légal all across the state depuis 2015 aux États-Unis. La majorité des autres générations, baby boomers, génération X, millennials, ça augmente toujours. Tu sais, là, on parle des baby boomers, c'est 61% d'acceptation. Génération X, 65%. Millennials, 73%. Avant, c'était 72, 75, 64, 59. Donc, ça augmente un peu par petit digit par année, mais uniquement la génération Z, ceux qui sont nés entre 97 et 2010, qui ont une baisse de l'acceptation du mariage homosexuel. On a passé de 80% en 2021 à 69%. Et moi, c'est comme, non, là, ça va pas, là. Vous êtes en train de tuer. T'sais, les avancées qu'on a eues, là, la raison que je peux m'exprimer sur ce micro-là aujourd'hui sans me faire traiter de tapette, là, ouais. Vous êtes en train de scraper ça, là. Ouais. Tranquillement, mais sûrement, parce que vous avez osé, au lieu de... Oui, je comprends, il y a des enjeux encore sur cette planète. On est au Canada, il faut se le dire, c'est fait, là. Arrêtez de me dire, là, oui, c'est ce que Frank appelait le syndrome du bol de toilette. C'est un peu drôle de dire ça de même, là, mais en fait, c'est quand vous avez, en tout cas, une envie pressante, on dit que plus vous vous rapprochez du dit bol de toilette, plus votre envie devient... c'est ça, plus dur à retenir, on va dire ça comme ça. Mais c'est un peu ça avec le genre d'intolérance, avec les différentes causes. C'est quand tu es rendu, mettons, tu as 97% de la job de fait, on dirait que le dernier 3%, là, ce truc qui t'énerve, là, puis tu as le goût qu'il y en ait peu, un peu comme dans la vaccination durant la pandémie. Il reste 3% de non-vaccinés, ça n'a pas d'allure, il faut tout faire, il faut mettre une taxe sur eux autres, ça n'a pas de bon sens. Tandis que justement, en faisant ça, au contraire, vous défaisez ce que vous avez fait. Il y a des pays encore dans le monde aussi, au lieu de voir que la job ici est majoritairement faite et de focusser nos énergies vers justement dans les pays ailleurs dans le monde qu'on lapide, on sac les gays en bas des buildings de 8 étages, qu'on les lapide à vue, comme ça n'a pas de bon sens. Au lieu de ça, on est rentré, selon moi, on a dépassé la ligne des buts, puis on a dit, non, là, c'est rendu qu'il faut mettre des drag queens partout. Puis je ne suis pas contre les drag queens. J'étais dans plusieurs bars gays. Tu sais, moi, les drag queens, je compare ça un peu comme Mike Ward. Mike Ward, il fait de l'humour noir dans la vie. C'est un humour 18 ans et plus. Et il a sa place. Je trouve ses jokes vraiment drôles. C'est nice. Mais est-ce que je voudrais voir Mike Ward lire des contes dans des librairies pour enfants? Non, pas que j'aime pas Mike Ward, c'est que c'est pas sa place. Les drag queens, un peu comme dans les cabarets, whatever, c'est parfait, j'adore ça. Mais dire que ça, être contre ça, t'es rendu compte, t'es anti-gay, whatever, c'est de la bullshit dans ma tête, comme moi étant ouvertement gay. Puis je sais qu'il y en a plusieurs, la majorité qui sont de mon côté, qui ne parlent pas. Ça, c'est un peu, parce que tu sais, on dit ça, le mouvement gay, donc les gays pensent ça. Ben, c'est un peu comme le Conseil du statut de la femme. Ils disent plusieurs trucs que nécessairement pas toutes les femmes ont été consultées pour ça. J'ai l'impression que c'est les plus militants, les plus crinqués, les plus à gauche, disons, qui continuent de mousser leur éternelle victimation pour avoir du fame, pour avoir de l'attention de la part des médias, alors qu'ils ne voient pas qu'ils sont en train de détruire. C'est pas des événements isolés. Il y a des écoles primaires et secondaires aux États-Unis, au Canada anglais, que c'est rendu que les jeunes sont plus capables d'avoir la simple mention de trucs gays qui sont rendus partout. Tu sais, c'est plus une journée dans la semaine ou une semaine d'acceptation dans l'année scolaire. C'est rendu partout. Les drapeaux LGBT, whatever, qu'il y en a qui les arrachent, il y en a qui en brûlent. Ça n'a pas de bon sens. C'est des jeunes générations. Ça, c'est les plus ouverts. Mais Joey, on crée une nouvelle forme d'homophobie au travers de ça. Mais Joey, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je comprends qu'il était temps qu'on vous tende l'oreille puis que vous soyez de plus en plus acceptés dans notre belle société. Puis aujourd'hui, moi, je traite les gens de la communauté comme mon égal. C'est tout à fait normal. Vous êtes des êtres humains. J'ai des amis au travers de cette belle
belle communauté-là. T'es un collaborateur que j'apprécie grandement. Puis quand j'ai vu ton message, je me suis dit, il va se faire brûler, il va faire mettre sur le bûcher, il va se faire brûler, c'est clair. Jusqu'à maintenant, je regarde les commentaires, c'est pas pire, Joey, mais tous ceux à qui j'ai envoyé les screenshots là, de ta publication qui faisaient partie de la communauté LGBT ont dit « Moi, je pense comme lui ». Bon. Mais alors pourquoi on écoute un certain pourcentage de votre communauté, puis les politiciens se sentent mal à l'aise de dire attendez un peu, là, ouais, c'est vrai, il faudrait se poser des questions. Là, on s'est rendu que les histoires de drag queen, ça se ramasse à l'Assemblée nationale, Joey. Je veux dire, je pensais jamais voir ça de mon vivant, là, qu'on allait voter pour les drag queens au Québec. Là. Non, c'est ça. Puis autant que tu dis, vont dire, c'est pas un enjeu majeur. Je Ben comprends. non, Je vous parle simplement de mon enjeu à moi, puis de la dite communauté dont je fais partie, que j'ai l'impression que justement, on recule au lieu d'avancer. Puis la raison pourquoi on les entend beaucoup moins, les gens qui pensent comme moi, c'est justement, c'était quoi l'objectif numéro 1 du mouvement gay? Justement qu'à un moment donné, qu'on n'ait plus besoin de militer. Qu'on n'ait plus besoin de faire des manifestations, qu'on soit comme tout le monde, que oui, dans notre chambre à coucher, il y ait 2 gars ou qu'il y ait 2 filles ou whatever, mais que le reste du temps, on soit comme tout le monde. Puis mon but, c'est pas d'effacer, de plus vouloir. Si vous voulez encore faire votre parade de la fierté gay, faites-la, j'ai pas de problème. Par contre, est-ce que personnellement, je trouve que c'est un peu trop. Il devrait rendre ça plus familial puis un peu moins sexualisé, là, parce qu'à l'époque, il y avait une raison pour ça en passant. Historiquement, la raison pourquoi la Gay Pride, la parade de la fierté gay, était très hyper sexualisée, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de mouvements contraires qui traitaient justement de fag ou whatever. Puis la stratégie du mouvement gay qui était super utile, c'est qu'il dit ah ouais, tu nous traites de fag, bien on se réapproprie cette insulte-là comme badge d'honneur et vous nous traitez de dépravés, mais on va être les plus grands dépravés que vous avez jamais vus. Tu sais, en gros, c'est uniquement pour les faire chier finalement. Mais là, on n'est plus là au Canada. Là. Fait que j'ai l'impression que, OK, on peut encore être fier de ça, mais je trouve que, justement, on pousse trop loin et vous êtes en train de faire le contraire de ce que vous faites. Après ça, vous allez être surpris que, oh mon Dieu, là, le Ron DeSantis, il fait des lois contre les LGBT puis les livres qui apprennent aux jeunes à faire des blowjobs à l'âge de 12 ans, ça n'a pas de bon sens, ils m'ont dit homophobe. Oui, mais c'est pas ça. La majorité de ces gens-là n'étaient pas et ne sont pas des homophobes. Oui, il y en aura toujours, un peu comme les racistes, c'est la même affaire. Mais la majorité, c'est juste « don't touch my kids ». Si un jeune, puis je crois que les personnes trans existent en passant, mon but, c'est pas de nier ça. J'en ai rencontré plusieurs. Un de mes premiers voyages aux États-Unis dans le temps que j'étais encore croyant, là, je ne le suis plus, là, c'est dans une conférence de chrétiens gays à Atlanta. J'étais assez craqué parce que j'ai rencontré des preachers lesbiennes, trans, whatever. Tu sais, c'est du bon monde, c'est du monde extraordinaire. Par contre, j'ai l'impression que justement, déjà qu'on parle d'une minorité dans une minorité, et dans ma tête à moi, ça me dit, OK, à 18 ans, t'es majeur, tu choisis ce que tu veux. Exact. That's it, that's out. Le reste du temps, essayez pas d'influencer les jeunes. C'est ça. Essayez pas. Puis oui, au secondaire, vous pouvez leur parler que oui, il y a des jeunes de différentes orientations sexuelles, il faut les respecter. Fine! Mais commencer à vouloir leur imposer des traitements ou whatever, sans nécessairement, surtout en plus que c'est une science qui est très nouvelle, autant que oui, on est au 21e siècle, mais comme toute science, un peu comme la psychologie a commencé, on n'a pas beaucoup d'études sur le long terme et les effets à long terme que ça peut faire. Je pense que plus on va en faire, plus on va en apprendre. Puis un jour, on va atteindre vraiment, je dirais pas l'apothéose, mais vraiment la solution parfaite pour ces gens-là et pour qu'ils se sentent bien dans leur peau. Mais là, j'ai l'impression c'est beaucoup de non, fermez vos gueules, c'est ça la solution. Puis si vous êtes contre, vous êtes homophobe, vous êtes transphobe. Ah, c'est le fun. Bonjour la discussion. Ouais. C'est ça. C'est un peu pour ça que j'ai lancé ce cri du cœur. Félicitations pour ta sortie. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement courageux. Puis c'est drôle parce que tu parles pour la majorité, puis c'est pas une majorité de personnes qui se seraient exprimées à ce sujet-là, parce que tu as tout le temps l'impression que tu vas te faire taper ses doigts en disant ça. Fait que et s'il y en a qui veulent me débattre sur cette question-là, j'ai mon propre Twitter, Joey OB. Si vous m'envoyez un message, ça va me faire plaisir de parler de ça. Parce que j'ai l'impression que c'est ça. Je veux pas que mon mouvement se transforme en éternel victimite. Oui, il y a beaucoup de personnes gays, lesbiennes, whatever, qui sont victimes pour de vrai à travers des pays dans le monde. Et à cette heure, ces gens-là, ils voient nos débats aux États-Unis ou en Amérique du Nord ou dans le monde, je peux dire le monde civilisé, c'est un peu péjoratif, mais dans les pays développés de l'Occident, puis ils se disent, hey, un peu comme en Russie, finalement, avec Vladimir Poutine, hey, ils font des débats à savoir c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. Sont-ils pas mélangés sur le crâne? Pareil. Ça ne donne aucun incitatif de dire que les gays ou les lesbiennes ou whatever, ce sont des personnes qui méritent le respect. Au contraire, on recule. Vous allez me dire, ils sont dans le champ, ces gens-là. Je le sais qu'ils sont dans le champ, mais c'est pas justement en
en poussant trop le bouchon, alors que la majorité de la job est faite ici, que vous allez inciter des pays dans les endroits beaucoup plus intolérants dans le monde de faire l'inverse. Au contraire, vous allez les renforcer dans leur propre homophobie, dans leur propre intolérance, dans leur propre fondamentalisme religieux. Et quand vous allez arriver avec vos drag queens en Afghanistan, je peux vous le dire qu'ils vous aimeront pas. Ah ben, je pense pas qu'ils fassent ça. Je pense pas qu'ils fassent ça pantoute. Hey, autre sujet que, en fait, on va rester un peu là-dedans. Je sais pas si tu l'as vu passer, cette nouvelle-là. Certainement, tu fais ta revue de presse chaque jour. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui en avait parlé un peu, donc il est passé de la parole aux actes. Là, les toilettes puis les vestiaires mixtes seront dorénavant interdits dans les écoles publiques. Et là, c'est un décret ministériel. Donc, c'est une directive ministérielle qui rentre en vigueur aujourd'hui. Donc, aucune toilette et aucun vestiaire mixte sans distinction garçon-fille ne peuvent être conçus lors de projets de construction ou de rénovation. Et Bernard Drinville qui a dit dans les dernières minutes, il pense être capable d'avoir l'appui du comité des sages sur l'identité de genre parce que c'était parti de ça, des gens qui savaient pas trop dans quelle toilette aller puis qui préféraient avoir des toilettes neutres pour qu'ils puissent aller là. Il était temps que la politique rentre dans la danse puis dise oui ou non. T'sais, moi, je suis très à l'aise avec les toilettes mixtes ou les toilettes hommes-femmes, j'ai aucun problème, mais je sais pas comment ça se passe dans cette communauté-là. Quand tu te sens pas dans le bon corps, comment tu peux te sentir? Mais à un moment donné, il faut prendre une décision, Joey. Puis là, Bernard Drinville, qui n'est pas le genre de gars avec qui je m'entendrais dans la vie ni au niveau politique, dit la réponse c'est terminé les toilettes mixtes. Ça va être des toilettes hommes, ça va être des toilettes femmes et ça va rester comme ça. Je trouve ça correct, moi. Ouais, mais parce que, tu sais, personnellement, encore là, je trouve que c'est un sujet un peu secondaire. Autant que je ne suis pas une personne trans, donc je ne peux pas nécessairement voir que c'était quoi le problème nécessairement là-dedans. Mais tu sais, on pense souvent aux toilettes mixtes comme ce serait un peu comme des toilettes qu'on a vues au secondaire, mais que ce soit des gars et des filles dedans. Puis tu sais, une fille va aux toilettes se maquiller dans le miroir à côté d'un gars qui se lave les mains. C'est pas de même que ça marche. Souvent, c'est que c'est une toilette solo. Mais tu sais, techniquement, une toilette chimique, c'est une toilette unisexe. C'est une toilette mixte, là. Fait qu'on s'entend, là. Fait que je me rappelle, j'avais été, durant des documentaires que j'avais fait à l'époque avec Karina Marceau, on avait été en Gaspésie, au cégep de chemin de Gaspé. Puis l'autre, leur toilette mixte / unisexe, c'est juste une toilette tout seul. Tu ouvres la porte, la toilette est là, qui est disponible pour tout le monde qui le souhaite, gars ou fille. Puis t'as la floche, puis t'as le papier de toilette, t'as fini là. T'sais. Fait que moi, je suis pas contre ça. Là, c'est vraiment quand c'est rendu justement le mélange entre les sexes que là, il y a les sexes que les gens ont un peu mal à l'aise. Je peux comprendre aussi. Il y avait eu une histoire récemment, là, je ne sais pas si c'était à Granby ou à Magog, un genre de nouveau centre d'une piscine municipale que la municipalité voulait forcer les deux vestiaires hommes-femmes à être genre mélangés. Là, c'est vrai que ça n'avait pas de bon sens. Les petites madames retraitées, ils ont capoté bien raide. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, puis ils ont reculé. Mais c'est vrai que c'était stupide. Ça, je suis contre. Écoute, je sais pas si toi t'as connu ça dans des vestiaires, mais moi je me souviens que quand j'étais jeune, j'allais m'entraîner vers 16, 17, 18 ans, puis je voyais des messieurs de 60 ans, 70 ans, à poil en train de se faire sécher le poil de poche avec avec le séchoir. Pour ceux de ma génération, c'est sûr et certain que vous avez tous vu ça si vous avez été vous entraîner dans les vestiaires. Tu sais, les gars, ça n'avait pas rapport, ils n'étaient pas dépravés, c'était juste une façon de faire. Ils se séchaient le poil de poche, puis je trouvais ça dégueulasse. Imagine-toi si ça arrivait, là, des vestiaires mixtes, là, des hommes et des femmes qui sont en train de faire ça. Je veux dire, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais non, c'est ça. Puis c'est pour ça que moi, je me dis, dans les institutions scolaires, qu'il y ait une toilette qui est faite pour tout le monde, gars ou filles, mais que les toilettes restent encore majoritairement gars-filles de chaque bord. Je vois pas c'est quoi le problème. Fait que, tu sais, je trouve que OK, ils ont pris une décision, fine, ça ne changera pas grand-chose dans ma vie, là, mais tu sais... c'est juste pour plus que ça revienne dans l'actualité dans 2 ans, Joey. C'est pour ça que je suis content qu'il ait réglé ça. Ça, je l'avoue, je te le donne. Tu sais, à un moment donné, ça revenait tout le temps. Tu te dis, hey, à un moment donné, ils vont-tu prendre des décisions ou toujours, ouais, c'est vrai, on n'y avait pas pensé, puis adapter ci, puis adapter ça. Ça finit plus. Là, ils ont passé un projet de loi. C'est en vigueur à partir d'aujourd'hui. Fait que toutes les nouvelles écoles qui seront bâties, ça va être des toilettes hommes-femmes, tenez-vous-le pour dit. Hey, on va faire une courte pause, Joey. Je rappelle aux auditeurs qu'on est avec l'excellent Joey Aubé de Génération Ambition et du podcast Yann et Frank. On revient tout de suite après la pause. Marceau, le soir. Joey Aubé est
avec nous ce soir, qui est Joey Aubé. Ça fait une couple de fois que vous l'entendez sur les ondes de Boulevard 102.1 et vous l'appréciez. Merci beaucoup en passant de m'envoyer des messages quand les invités qui passent à l'antenne vous plaisent. C'est le fun. Moi, ça me donne des indicatifs à savoir je les réinvite dessus ou je les réinvite pas pantoute. Dans le cas de Joey, c'est un bon signe. Ça fait 3-4 fois que je l'ai, donc les auditeurs l'apprécient. Joey Aubé de Génération Ambition et du podcast Yann et Frank. Joey, t'as-tu vu ça passer, la fameuse police des poubelles à Montréal? Eh oui, on en a parlé dans Yann et Frank, justement. Alors que Montréal, parfois, à certains endroits, a de l'air d'une poubelle à ciel ouvert, la mairesse dit, tiens, on va partir une police des poubelles pour les résidents, pour voir s'ils respectent les règles. On est-tu vraiment rendu là? Puis en même temps, veux-tu être l'inspecteur des poubelles? Ah, déjà que dans le reportage de Radio-Canada, il disait qu'il était 15 inspecteurs, pas à Montréal, par arrondissement. Là, tu dis, il y en a comment sur l'île au complet? Regarde, ça, une centaine, 200? Ouais. Ça, c'est des gars et des filles qui vont tous partir en congé de maladie, là, parce qu'ils vont se faire écœurer constamment. Ils vont se dire, hey, là, toi, tu vas lâcher mes poubelles, mon sacrement. Là. Ben, c'est là que, là, les gens, comment ça, les gens, là, on voit les médias sortir, comment ça, les gens votent pour Pierre Poilievre, puis comment ça, les gens sont de plus en plus attirés par les discours de droite, parce que, justement, dans municipal surtout, mais dans beaucoup de palais de gouvernement, vous êtes rendu justement à entrer de plus en plus, tranquillement mais sûrement, sur notre terrain, dans nos maisons, dans nos vies. Et là, on n'est plus capable. Vous êtes rendu que vous taxez les litières de nos chats, vous voulez qu'on taxe les poêles à bois, vous voulez taxer les poêles, les poêles de chardon de bois pour les bagels puis les pizzas à Montréal, vous fouillez dans nos poubelles. Hey, c'est quoi la prochaine affaire? Vous allez checker notre pinch, voir s'il est bien rasé après qu'on l'ait rasé devant le miroir. Là. C'est quoi, là? On va... Ah, t'as pas passé la serpillière là, dans ta maison, on va donner une facture. Parce que souvent, on dit, mais là, c'est du... justement, quand il y avait eu... Ça, faut que j'y donne, autant que les conservateurs québécois de Pierre Poilievre, c'est pas mes préférés, mais Gérard Deltel avait fait une sortie il y a quelques mois pour justement critiquer une loi fédérale sur l'affaire des feux de charbon de bois pour les baguettes, ceux qui faisaient des bagels puis des pizzas, parce que c'était contre l'environnement, ça faisait de la pollution. Là, t'avais Antoine Robitaille dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, qui dit, ça, c'est de la fabulation, c'est du conspirationnisme, c'est du péteuge de brou. Je me rappelle même les gens de la Joute, Sophie Thibault, Paul Larocque, qui riaient toute la gang. Il est-tu con, Gérard Deltel? Ben, tabarouette, ils l'ont fait. Ils rient plus, hein? Non. Il n'y a pas d'excuses immédiats, hein? Non. Ah, mais regardons ça. Ça, c'est du conspirationniste, dire ça. Je suis désolé, là, parce qu'à un moment donné, il faut dire enough. Tu sais, ça me rappelle Jean-Luc Picard dans Star Trek. Là, The line must be drawn here. Tu sais, la ligne doit être tracée ici à un moment donné. Là. On n'est plus capable. Là. Puis, jusqu'où ces municipalités-là vont aller? Parce que justement, la déconnexion, c'est carrément la pyramide de Maslow, mais à l'envers. C'est plus la municipalité de OK, on s'occupe du déneigement, on s'occupe de la voirie, des vidanges, justement, et des égouts. Non, là, on est dans les produits d'hygiène féminine, on a taxé vos chats, on est à fouiller dans vos poubelles. On est à faire des transports en commun que personne nécessairement ne veut, ou du moins pas dans le modèle de projet qu'on souhaite avoir. On crée des fonds climatiques, puis on augmente les taxes des gens au lieu de donner un peu de répit. On fait des consultations bidons, puis après ça, dire dans le fait accompli qu'on a consulté les gens alors que c'était de la bullshit pour faire passer nos projets. Ah non, sérieusement, soyez pas surpris que... On parle souvent d'incivilité. Là. Il y a tellement de jeunes élus municipaux qui ont quitté. Là, les gens sont tellement rendus incivils. Ça se peut-tu parce que justement, vous êtes rendus trop dans nos vies et on n'est plus capable? C'est parce que les politiciens n'écoutent plus les citoyens. Puis dans le cas du maire Marchand, ce qui est très particulier, c'est qu'encore en fin de semaine dernière, dans une entrevue qu'il a réalisée à Montréal avec la Montréalaise... Rémi Arsenault! Il n'est pas... lui, ce qu'il dit, dans le fond, c'est que, il est pour la démocratie, mais quand ils ont des idées à faire passer... puis que la population, en général, ne veut pas ce type d'idées-là, lui doit les faire passer, mais il comprend que les gens puissent être en désaccord, mais il faut qu'il éduque ces gens-là. Justement, on n'a pas fait le test avant de faire, mais en fait, moi, je suis connecté sur ma console. Je ne sais pas si ça va marcher sur notre connexion parce qu'on n'est pas là. Mais si je paye sur un piton là, est-ce que tu entends quelque chose? Le racisme systémique existe. OK, parfait. Ça, en passant, c'est une joke de logo. C'est un genre de meme qu'on fait par IA. Je lis la côte de Marchand. Donnez-moi une petite seconde. Ça, c'est avec Marie-Louise Arsenault?
Oui, en fait, pour vous donner un peu le contexte, c'est que Marie-Louise Arsenault, elle parlait de la question de l'avortement aux États-Unis. Puis la question de la démocratie est arrivée, puis ça a donné ça. Qu'est-ce que les politiciens viennent faire à se battre contre la volonté de la majorité? La majorité, c'est la démocratie. Bruno Marchand, je vous regarde, là. Ça devrait être... Oui, mais je veux dire oui et non, parce que des fois, la majorité, c'est pas toujours la bonne chose à faire. C'est vrai. Alors, je fais pas référence à ce dossier-là. Parfois, la majorité a tort, oui. Ben, c'est pas tant qu'elle a tort, c'est qu'elle n'a pas toujours toutes les informations nécessaires pour voir la suite, pour envisager la suite. C'est pas moi, je le sais par rapport aux autres. C'est plus Elle est influencée aussi. Oui, puis il y a besoin de la pédagogie. C'est ça. Ouais, la majorité veut ça, mais ils comprennent pas, fait qu'on va les éduquer, puis nous on va faire passer nos propres affaires. Tu sais, puis là il dit qu'il était mal cité là, puis il s'est pas excusé, mais l'histoire il compare, oui, la Chine. Il respecte la Chine dans sa façon de faire pour faire passer ses propres trucs politiques. Je veux dire, t'es peu là, c'est parce que c'est un État totalitaire, c'est du communisme à l'état pur, c'est des gens qui sont extrêmement dangereux, que si un journaliste commence à s'intéresser à eux, à ces politiciens-là chinois, ben ça se peut qu'ils finissent jusqu'à la fin de ses jours en prison. Et t'as le maire Marchand qui dit, ben regardez les Chinois, quand ils prennent des décisions, ben ils le font passer, puis ça va beaucoup plus vite que nous. C'est quoi ça, cette admiration-là pour la Chine? Ah, mais ça, c'est correct parce que vu que il fait partie de la gang, c'est un maire militant, c'est un maire qui est beaucoup aimé de la classe montréalaise politico-médiatique, donc il n'y a pas 36 millions de chroniques le lendemain pour en parler. Par contre, si Éric Duhaime, il ne l'a pas fait, mais mettons, si Éric Duhaime ferait une déclaration sur Javier Milei, le président de l'Argentine, afuera, ça serait l'enfer. Qui dirait qu'on devrait s'inspirer de lui pour couper dans les programmes, là, les chroniques, ça, je vous gagerais 100$. La première, notre chère Karine Gagnon, notre grande extraordinaire porte-parole de la Ville de Québec, ça n'a pas de bon sens. Faire la promotion de l'extrême droite, là, ça n'a pas d'allure. Le voyez-vous, là, le 2 poids 2 mesures, là? C'est sérieusement, là. C'est ça. Tout revient à Elvis Gratton 3, quand il en parlait, tu sais, les médias ont de la formation, pas de l'information. Et s'ils n'en parlent pas, c'est que ça n'existe pas. C'est ça. Ils connaissent le pouvoir qu'ils ont envers la perception du public et ils savent très bien quand s'ouvrir la gueule et quand pas s'ouvrir. On n'est plus dans les médias nous mentent. C'est le mensonge par omission. C'est pas le mensonge plus, parce qu'ils savent que s'ils mentiraient pour mentir, ils se feraient ramasser. Ouais. On est rendu à l'internet. Là, c'est que tu omets une partie de la réalité, tu omets une partie du casse-tête et tu fais justement du 2 poids 2 mesures. Puis après ça, là, c'est correct. Parce qu'avec Duhaime, justement, des gens comme nous autres, peu importe, on ne fait pas partie de la clique, nous autres. Fait que nous autres, on est des indésirables, on est la méchante droite libertarienne de Québec. Tu sais, ils n'osent même pas dire notre nom. Fait que ça montre à quel point ils nous aiment pas. Mais c'est particulier que les maires et mairesses du Québec, du moins on va prendre Montréal et Québec, là, c'est rare que c'est particulier de voir que ces gens-là sont plus capables de faire juste simplement leur travail de base de maire et de mairesse. Ils en veulent constamment plus. Ils ont tout le temps des idées un peu loufoques. Ils font passer leurs affaires. Puis si ça passe pas, ben c'est parce que c'est la population qui comprenait pas. Mais nous, on avait raison. On aurait dû c'est très péquiste comme stratégie. On l'a tellement vu souvent. Les péquistes disent souvent ça. Ben là, si le oui n'a pas passé, c'est parce que les gens n'étaient pas assez éduqués sur la séparation du Québec. Boisclair, ils nous ont dit ça. Pauline Marois, ils nous ont dit ça. Puis bien autre avant. Fait que tu sais, c'est pas qu'on n'a pas déjà vu ça comme stratégie, mais par contre, ça montre tellement que... Surtout une question que je pose, que plusieurs posent depuis plusieurs mois. Les sondages d'intention de vote ou de popularité à la Ville de Québec, comment ça, on n'en a pas? Ben, parce qu'ils connaissent la réponse. C'est le maire d'un seul mandat, puis ils l'aiment bien, ce maire-là, parce qu'il est de leur bord. Mais l'autre qui s'en vient, ben, hâte de voir comment ça va se passer, mon ami. Ben c'est ça, parce que dans le temps de la bombe, si on se souvient, on avait 1 ou 3 mois. Là, ça fait quasiment 1 an, sinon plus, qu'on n'a pas eu. Là. Ben, c'est sûr que là, la réponse, c'est que justement, c'est la Ville de Québec qui est collée les sondages. C'est sûr que la réponse était un peu là-dedans. Ouais. Mais ça montre à quel point que... C'est ça, on est en présence d'un militant zélote qui veut faire ce qu'il veut faire, et ça, peu importe ce que les gens... c'est ça, il est ami d'une mission qu'il doit aller jusqu'au bout, et peu importe ce qui va se passer. Donc, c'est ça, malheureusement, l'anneau a pris beaucoup trop de pouvoir sur notre cher Bruno Marchand. Exact. Joey, on va se laisser sur ce sujet-là. Sam Hamad, qui était de passage sur les zones de boulevard avec Denis Gravel, où on a parlé, avec les 3 amigos, Agnès Maltais qui était là, il y avait Gérard Deltel et il y avait Sam Hamad. Quand je suis arrivé sur les zones de boulevard, dans ma première semaine, j'ai collé la shot que Sam Hamad allait se présenter à la mairie
mairie de Québec. Je savais pas qu'il était à l'écoute, mais il était à l'écoute à ce moment-là. Puis quand je l'ai recroisé, il y a de ça quelques mois à la station, il m'avait dit avec sa belle voix douce, « Yannick, tu sais, quand on veut accéder à la ville de Québec en politique, il faut toujours être très... il faut faire les affaires en dessous. Il faut être très discret. Puis là, je comprends pas pourquoi tu as dit ça. » Ben, je dis là, M. Hamad, si vous voulez pas que les gens sachent que vous voulez vous représenter en politique, ben parlez-en pas à vos amis, à votre conjointe, parce que ces gens-là, ils ont des coiffeurs, des coiffeuses. Puis moi, ben, je vais me faire couper les cheveux. Puis des fois, j'ai de l'information qui vient de l'extérieur. Puis il était fâché un peu qu'on ait dévoilé un peu son jeu en fin 2022. Et dans l'entrevue sur les ondes de boulevard, c'est clair et net qu'il revient en politique. Il a côtoyé tous les groupes, là, les groupes d'opposition, puis les groupes qui sont présents actuellement à la Ville de Québec, au conseil municipal. Il s'est fait offrir soit le poste de chef, donc maire, s'il est élu, ou soit le poste de directeur général de la Ville de Québec par différents groupes d'opposition. Bien, hâte de voir qu'est-ce qu'il va choisir, mais si tu veux une gageure encore, on gage encore un 2. Moi, je pense que c'est Claude Villeneuve qui va se tasser et c'est Sam Hamad qui va prendre la place de Claude Villeneuve comme chef actuel. Ah, ça sera la pire affaire qui pourrait arriver, ça. Malheureusement. Je serais sincère contre Sam Hamad, là. Mais le problème avec Sam Hamad, c'est que justement, à force de l'embiner en dessous du tapis, pendant 1 an et demi, puis tu te pointes jamais à la face, puis tu te rentres l'orteil 36 000 fois dans la piscine, à un moment donné, soit tu plonges ou tu ne reconnais plus la couleur du soleil sort du trou. Là. Fait qu'à un moment donné, le lambinage, à même pas 1 an des élections municipales, ça commence à faire long. Là. Dans ma tête à moi, ça devrait être au moins au plus 1 an et demi qui devrait être sorti officiellement pour être le candidat contre Marchand. Là. Parce que, en tout cas, regarde, s'il le fait là, il vaut mieux tard que jamais, mais j'ai l'impression que la période de lambinage a été beaucoup trop longue, selon moi. Et la raison pourquoi je dis que c'est la pire affaire qui peut arriver, c'est qu'autant que moi, tout, je veux que Marchand s'en aille, mais autant que je te cacherai pas que je suis davantage du côté de respect citoyen de ce que Stéphane Lachance a starté, puisque, en tout cas, les pourparlers qui ont l'air d'avoir à faire avec Priorité Québec et une potentielle fusion, en tout cas, je connais pas les détails de tout ça, je ne suis pas dans le inner circle de ça. Mais l'affaire, c'est qu'encore là, autant que Sam Hamad, c'est un bon gars puis tout, mais est-ce qu'on a vraiment un réel changement à la Ville de Québec? C'est sûr que ce serait mieux que Marchand, trompez-moi pas. Par contre, on parle encore du vieux parti de Régis Labombe. Puis oui, je comprends, Sam Hamad, c'est vraiment du name recognition, puis ancien ministre libéral, c'est bien beau. Mais j'ai l'impression que ça prend plus que ça. Ça prend une nouvelle vision. Parce qu'à un moment donné, le recyclage de politiciens, là, ça, c'est mon côté plus jeune, de gars de 29 ans qui parle. Là. J'enlève aucunement les compétences ou le CV de M. Sam Hamad, ni de sa volonté de bien vouloir faire. Je pense pas que c'est un trou de cul. C'est pas ça que je dis du tout. Je dis simplement que on a vraiment besoin de shaker la canisse et de starter un nouveau mouvement. Justement, on a eu aux dernières municipales, avant ça, le mouvement des maires militants, là, mais là, on a besoin d'un contre-mouvement. On a besoin d'élus de plusieurs municipalités, aussi des plus grandes à Québec puis ailleurs, qui sont justement l'inverse de ça, qui sont plus conservateurs au niveau fiscal, qui sont vraiment décloisonnés puis décomplexés dans leur gestion, puis qui montrent que justement les vraies priorités des municipalités, c'est pas peut-être automatiquement l'environnement. Je pense qu'avec Sam Hamad, je dis pas qu'on n'irait pas dans cette direction-là, mais selon moi, c'est encore du business as usual, assis entre deux chaises. Puis oui, ça va sûrement être mieux que Bruno Marchand, c'est dur de faire pire, mais encore là, est-ce que ça serait plus du genre de pareil au même, puis même style de politique municipale d'establishment qu'on a toujours connu, ou un réel changement? Moi, je préfère le réel changement. Ouais. À mes yeux, c'est pas mal plus lui qui risque de passer pour ce qui est de la mairie de Québec. Mais pour ce qui est de Stéphane Lachance, moi, j'ai bien aimé quand je l'ai reçu la semaine dernière dans nos studios, où il me dit, le premier geste qu'on va poser si on arrive à la mairie de Québec, ça va être de faire disparaître tout ce que le maire Marchand a mis dans les 4 dernières années, ou a fait dans les 4 dernières années. Est-ce que Sam Hamad est prêt à faire... S'il revient sur tes ondes, Yann, ça serait une question que tu pourrais poser. Êtes-vous prêt à retirer tout ce que le maire Marchand a fait? Veux-tu que je te gage un autre 2 piastres? Il va te dire non. Ouais, je sais pas. Écoute, il va l'enlever, mais peut-être pas autant, par exemple. Est-ce que le fond des changements climatiques, il va l'enlever?
On va y poser la C'est question. une bonne question, mais s'il embarque avec l'équipe de Claude Villeneuve, tu sais, Claude Villeneuve m'avait dit au retour de vacances que quand il avait été chez eux au Saguenay, il se faisait dire par les membres de sa famille, mais toi, tu travailles pour Bruno Marchand? Parce que je lui ai dit, quand est-ce que vous allez séparer les deux groupes? Parce que Ah non, ils sont quasiment pareils. entre l'équipe Bruno Marchand et l'équipe Claude Villeneuve, il n'y a pas de différence, on n'entend pas de différence. Puis il m'avait dit, bon, on va travailler là-dessus pour ce qui est des prochains mois. Puis garde, il n'y en a pas de différence. Fait que je te rejoins un peu dans tes opinions. On va dire comme Jeff Fillion a dit, puis là, je cite ici, là, pas Bruno Marchand, mais Claude Villeneuve, on dirait Bruno Marchand qui a mangé 50 boîtes de Saint-Hubert. Ah, moi, j'embarque pas là-dedans. Mais je la trouve très drôle. Hey, Joey, pour les gens qui veulent en savoir plus sur Génération Ambition, ils peuvent vous retrouver à quel endroit? Toutes les plateformes possibles, TikTok, Twitter, Facebook, Discord, on est tous présents aussi, Instagram également aussi. Puis sinon, si ça vous intéresse de rejoindre le mouvement, vous impliquer également, peu importe où vous êtes à travers le Québec, on a des gens au Saguenay, on a des gens à Montréal, à Québec, bien évidemment. Ailleurs, vous pouvez nous rejoindre via ces réseaux sociaux-là ou mes réseaux sociaux à moi, Joey Aubé sur Twitter puis Joey Aubé chroniqueur sur Facebook. Sinon, on peut voir ta gueule de jeune premier sur le podcast de Yann et Frank sur YouTube. Yes. Salut, Joey. YouTube, Spotify. Yes, sir. Yes. Joey Aubé de Génération Ambition et du podcast de Yann et Frank. Je vous souhaite de passer une super belle soirée sur les ondes de Boulevard. Puis nous, on se reparle demain 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye bye. Marceau le soir.